Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique à la tombée du lit, je vais vous parler d'un film qui a fêté il y a quelques semaines ses 40 ans, et oui, 1981, quelle belle année, le fameux Excalibur de John Boorman qui revisite la légende arthurienne, et ceci quelques jours avant la sortie du tant attendu Camelot, premier volet d'Alexandre Astier. Je me suis dit que ce serait intéressant de voir une autre version de cette mythologie au cinéma. Au casting, nous retrouvons des acteurs qui n'ont pas forcément eu une grande carrière parmi les principaux par la suite. Nigel Terry, Nicole Williamson, Cherry Lungi, Nicholas Clay ou encore Paul Geoffrey. Et dans quelques seconds rôles, voire quand même rôles importants, des comédiens qui ont eu quand même derrière, on va dire, pas mal de succès, comme Helen Mirren, qui elle a quand même un rôle assez important, et aussi Gabriel Byrne, Patrick Stewart ou encore Liam Neeson. Et ouais, alors on les voit pas beaucoup, à part Helen Mirren, mais quand même, ils sont là. Et ouais, ils sont presque, on va dire, lancés ici par John Boorman. Alors, il s'agit d'un film fantasy, voilà, univers fantastique, magie, historique et quelque part aussi, qui raconte l'histoire de l'avènement d'un jeune roi qui était écuyer, qui a réussi à sortir l'épée, donc Excalibur, de son rocher, évidemment, Arthur, et on va suivre ici son épopée entre ses premières années, puis il va grandir, vieillir, etc., etc. Et on a même une sorte de préquel de sa création avec son père, Uther Pendragon, qui quand même fait quelque chose de dramatique grâce à Merlin pour concevoir ce fils qui n'aurait clairement jamais dû naître. Donc déjà, vous avez ici le destin incroyable d'un héros qui se construit sous nos yeux. Et donc, on va pas refaire l'histoire ici, évidemment, Excalibur. À un moment, on évoque le Graal, même si c'est pas ici la quête principale. Et puis, sa rivalité avec Lancelot, son amour avec Guenièvre, etc., etc. Et sa relation avec Merlin aussi, qui est très ambiguë dans le film. En même temps, il faut pas oublier que, à la base, dans la légende, Merlin est à moitié démon. Bon, c'est révélé aussi dans Camelot. Si vous ne connaissez que la légende arthurienne sous ce prisme-là, c'est dit avec un peu plus d'humour. Et c'est un film très sérieux, épique, avec quelques tentatives drôles aussi. Alors c'est marrant parce que tout ce qui est comic relief dans le film vient de Merlin, justement, qui est un personnage assez complexe et plutôt intéressant dans le métrage. Et voilà, est-ce que j'ai apprécié le film? Alors j'ai envie de dire oui, clairement. De John Boorman, jusqu'ici, je n'avais vu que Zardoz, qui a un délire assez sympathique, un petit peu décalé, mais vraiment intéressant, et Délivrance, qui est assez terrible. Et ici, on retrouve un petit peu la patte, John Boorman, même si ce n'est que le 3e métrage que je vois de lui, avec, forcément, il faut l'avouer, 40 ans après, un petit côté kitsch. Ouais, on va dire que le brûlot a mal vieilli, mais ça reste assez brillant par rapport à l'époque, et justement, dans les deux sens du terme, brillant, parce que c'est vraiment énorme pour l'époque, avec un budget pas énorme, il a réussi à reconstruire des choses remarquables, avec des décors naturels, voilà, ça a été tourné, je crois, en Irlande, ou enfin quelque part en Grande-Bretagne, ou en Irlande, ou les deux. Et brillant parce que tout ce qui est armure, épée, ça scintille, quoi. Il y a un travail sur la lumière et sur une photographie qui peut paraître étrange de nos yeux aujourd'hui, et qui rappellera peut-être pour certains celle Legend de Ridley Scott, et ce n'est pas hasardeux, puisque c'est le même directeur de photographie qui s'est occupé des deux films, c'est-à-dire un certain, est-ce que j'ai son nom, Alex Thompson, voilà. Donc oui, il faut accepter le côté médiéval, etc. Là-dessus, c'est très bien reconstruit, on est dedans. Et il y a des moments épiques qui sont mis en avant, notamment par la musique composée par Trevor Jones, mais surtout avec des reprises classiques telles que le fameux O Fortuna de Carmina Burana, composé par Karl Orff, ou bien sûr des extraits de Richard Wagner, voilà, avec des moments de bataille et tout, voilà, bon, c'est pas non plus extraordinaire, parce qu'ils n'avaient pas le budget ultime, mais c'est assez centré sur des petits combats avec une dizaine d'hommes maximum, et ça fait son effet, voilà. Et bien sûr, ce qui est intéressant pour moi dans ce film, c'est tout ce qui tourne autour de la destinée d'Arthur. Bon, si vous aimez Camelot, j'y reviens parce que je sais que beaucoup d'entre vous ont cette référence-là, vous allez retrouver des liens fatalement, mais ici c'est quand même traité de façon plus mystique que la série d'Alexandre Astier, dans le film. Même si justement on voit que peut-être, je ne sais pas si Astier avait vu ce film avant de créer donc sa série, ou si c'est juste parce que voilà, il s'est basé sur les écrits et autres.
Je ne sais pas d'ailleurs, si vous avez des nouvelles là-dessus, parce que j'ai pas vérifié avant, j'ai pas fait mon travail, mais bon, c'est un procédé critique aussi, je suis dans le ressenti. Est-ce que Alexandre Astier a déjà parlé d'Excalibur de John Borman, et si oui, s'en est-il inspiré? Bonne question. Bref, voilà, ici vous avez quand même cette relation avec Merlin qui est assez intéressante. Alors nous, dans la série, nous Français, on connaît plus l'après, ici on a quand même la construction, et quand même, quand Arthur se rend compte donc de ce qu'il doit faire, il devient roi, il devient une sorte de seigneur, c'est quasiment Dieu, une fois qu'il a cette épée, eh bien c'est un petit peu trop grand pour lui par moment, alors qu'il aspire à tomber amoureux de Guenièvre, à avoir sa vie tranquille, mais à côté il a beaucoup de responsabilités, tous ces chevaliers qui se, on va dire, prosternent devant lui, la création de la table ronde et tout, et cette amitié qu'il développe avec Lancelot qui va, entre guillemets, le trahir sans vraiment le vouloir, puisqu'il tombe amoureux de Guenièvre, et tout ce qui tout ce qui s'ensuit est très tragique, avec ce rapport à la nature d'ailleurs, dès que Lancelot et Guenièvre sont ensemble, dénudés dans la forêt et tout, avec bien sûr une référence au Jardin d'Éden, clairement, ici le péché originel, il y a aussi une petite symbolique religieuse qui tourne autour, évidemment. Et donc, ouais, c'est cool, c'est vraiment passionnant. Le souci du film, au-delà de son côté kitsch, cependant, c'est le côté elliptique. Il y a des moments où forcément on avance, ça fait 2h20, c'est pas mal, mais tu peux très bien imaginer un truc de 4-5 heures, hein, tellement il y avait des choses à raconter dans cette légende, donc il y a eu des choix de fait. Mais voilà, on va passer 10-20 ans après parfois, et sur le moment tu te dis, tiens, oui, enfin tu vois, tu mets quand même 2-3 minutes des fois à comprendre ce qui s'est passé. C'est quand même moins paresseux que ce qu'on fait aujourd'hui avec, vous savez, les petits bandeaux, les 10 ans après, machin, avec les passages Wikipédia, les trucs, la voix off en narration. Non, là, c'est transition, il faut bien suivre, mais à un certain moment, forcément, j'ai envie de dire, ça va trop vite. Il se passe des trucs, tac, tac, puis 20 ans après. Voilà, tout ce qui va se passer autour de la fée Morgane, j'en dis pas plus, sinon ce serait spoilé, si vous ne connaissez pas la légende arthurienne, mais la construction d'une méchante aussi, par défaut, qui se venge, parce que, Arthur, il est né de façon dramatique, il y est pour rien, mais elle lui en veut, indirectement, à cause du père d'Arthur, qui a fait quand même quelque chose d'affreux, en demandant un sort à Merlin. Oui, c'est presque du viol, d'ailleurs, le début du film, c'est quand même très dur, parce que, quelque part, donc Uther Pendragon, pour confectionner Arthur, qui se fait passer donc pour le duc je sais plus quoi, viole celle qu'il aime, parce que c'est pas lui-même, quoi. Voilà. Enfin, il n'est pas ouvertement celui qu'il devrait être. Donc c'est non consenti. Donc voilà, Arthur c'est un petit peu l'enfant d'une sorte, pas d'inceste, mais d'un acte violent, et lui-même, Arthur, plus tard, aura un petit peu, on va dire, le même souci avec son enfant. Voilà, donc je vais pas en dire plus, mais vous connaissez peut-être l'histoire. Donc c'est terriblement dur quand même, hein. La légende de base l'est de toute façon, et le film retranscrit bien cela. Voilà, ça va vite, il y a des moments où peut-être qu'il y a trop de trucs à côté et tout, et on passe très vite sur des moments d'action, il y a des moments profondément spéciaux dans la fantasmagorie, évidemment, de l'histoire arthurienne, très bien géré, un petit peu trop éclatant par moment aussi, on tombe dans cet effet supplémentaire, voilà, à force de mettre des trucs très brillants, à un moment c'est peut-être too much, mais 1981, n'oubliez jamais cela, en regardant un film, contextualisez-le, et pour l'époque, ça marchait très bien, aujourd'hui, voilà, hein, je le découvre peut-être, entre guillemets, trop tard ce film, mais j'ai apprécié, franchement, voilà, je lui mettrai un bon 7 sur 10, pas plus. Ça pourrait être mieux, hein, évidemment, mais là c'est sur l'instant et sur, évidemment, uniquement le premier visionnage. N'hésitez pas à en dire en commentaire un peu plus, parce que voilà, ici je ne peux pas développer trop non plus. Est-ce que vous avez aimé ce film? Est-ce que vous le préférez ou non à la série Kaamelott? Attendez-vous le film Kaamelott avec impatience. Lâchez-vous, l'espace donc ci-dessous la vidéo est fait pour vous. Bref, c'est le matin, hein, c'est un petit peu comme ça, hein, en un procédé critique, tranquillement on réveille. Mais il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.